Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à cette session concernant le processus de clôture. Je m'appelle Alain Charel, je suis réviseur d'entreprise et on va parcourir ensemble tout le processus de clôture. J'en profite pour remercier Kluwer et j'en profite également pour vous signaler que durant toute la session, vous pourrez poser vos questions via le chat. De même qu'après la session, pendant quelques minutes, nous serons encore aussi disponibles pour vous répondre en direct à toutes les questions que vous auriez par rapport à cette session et cette présentation. Alors, dans un processus de clôture, il est toujours très difficile pour moi de vous fournir un document qui représente ou qui couvre l'ensemble des aspects de vos processus de clôture des comptes. En effet, ces processus sont très fortement influencés par votre propre organisation, mais pas simplement votre organisation financière ou comptable, pas aussi l'organisation qui tourne autour de tous les autres services qui participent aux informations nécessaires dans le cadre de la clôture. C'est également extrêmement dépendant, le processus de clôture et les différentes étapes de ce processus de clôture, de certains aspects spécifiques comme l'existence ou non d'un conseil d'entreprise, l'obligation ou non d'établir des états financiers consolidés, mais aussi de la manière dont vous allez comptabiliser les transactions, les opérations durant l'année. Dans ce processus, je peux donc vous donner les différentes étapes. On va les parcourir ensemble. Quelles sont les étapes que moi j'ai insérées dans ce processus de clôture? Vous devrez par après remplir ces différentes étapes avec les aspects ou des éléments spécifiques à votre organisation comptable ou opérationnelle. On va commencer par parcourir les différentes étapes. Je vais ensuite les placer sur une ligne du temps, de manière à ce que vous puissiez visualiser comment ces différentes étapes vont s'enclencher les unes après les autres. Et ensuite, je reviendrai sur certains points spécifiques que je souhaite éclairer un petit peu plus pour que vous compreniez ce que cela signifie. Dans un processus de clôture, le fait de faire des clôtures trimestrielles, voire des clôtures mensuelles, représente un atout. Effectivement, si vous faites des clôtures mensuelles, régulières donc, ou trimestrielles, voire trimestrielles, vous allez donc accélérer probablement votre processus de clôture annuel, puisque vous aurez déjà durant l'année procédé à toute une série de nettoyages et de réconciliation de comptes qui ne devront plus donc se faire, ou en tout cas de manière plus simple, dans le cadre de la clôture annuelle. Il est évident que ces clôtures trimestrielles ou mensuelles n'ont pas pour seule vocation d'accélérer la clôture annuelle. Non, ces clôtures ont a priori vocation à donner de l'information aux organes de gestion de manière à ce qu'ils puissent, lors des différentes réunions qu'ils vont organiser durant l'année, prendre des décisions de gestion sur base des chiffres que vous leur aurez préparés. Ces clôtures sont en général beaucoup plus rapides et l'important d'une clôture mensuelle ou trimestrielle, c'est la rapidité à laquelle l'information sera disponible pour les organes de gestion. Si vous êtes dans une société ou dans une association où la clôture doit se faire très rapidement et où les chiffres doivent être prêts très rapidement après la date de clôture, il y a aussi la solution que vous pourriez décider d'adopter, c'est de faire ce que moi j'ai appelé ici un soft closing, c'est-à-dire une clôture light, une clôture déjà une préparation de la clôture que vous allez faire par exemple un mois avant la date de clôture de vos comptes, et où vous allez donc faire une clôture partielle de manière à préparer votre clôture annuelle. Toutes les entreprises ne feront pas des soft closing, ça prend beaucoup de temps et ça démultiplie le nombre d'opérations qu'on va faire durant l'année, mais ça a l'avantage d'accélérer grandement la clôture des états financiers. Et on constate aussi, pour le moment, que la majorité des entreprises souhaitent avoir des clôtures beaucoup plus rapides et ne souhaitent plus des clôtures 3 ou 4 mois après la date de clôture. En tout cas, les chiffres doivent être prêts beaucoup plus rapidement. Dans ces différentes étapes du processus de clôture, il y a, après un éventuel soft closing, il y a bien sûr la date de l'inventaire. L'inventaire est une étape très importante. Je vais revenir
en détail sur l'inventaire, comme je reviendrai aussi en détail sur le soft closing, mais sur l'inventaire, je reviendrai en détail pour vous expliquer ce que j'entends par inventaire, et vous verrez tous les aspects que cet inventaire va couvrir, qui est bien plus large que le seul comptage du stock à la date de clôture. L'inventaire se passe aux alentours de la date de clôture, mais se poursuit par après, par toute une série d'opérations qui cadrent toujours dans l'inventaire. Et c'est cet inventaire qui va donner lieu à l'établissement des états financiers en définitive. J'ai repris une autre étape ici, qui est finalement fait partie de l'inventaire, c'est la clôture des comptes par les services financiers. J'entends ici toutes les opérations de clôture de compte, toutes les opérations diverses que vous allez passer dans le cadre de la clôture des comptes, sur lesquelles je vais revenir dans le cadre de l'inventaire dans quelques instants, et qui seront alors des OD, de report de charges, de report de produits, tous les comptes de régularisation, les comptes de factures à recevoir, de notes de crédit à recevoir, à établir, etc., etc., les amortissements, etc., etc., donc les opérations vraiment comptables de clôture des comptes. Si dans votre processus de clôture, vous avez l'obligation de faire contrôler vos états financiers par un commissaire, donc si vous avez un commissaire, il va falloir effectivement intégrer dans le processus de clôture l'intervention du commissaire. Le commissaire, très logiquement, à mon sens, devrait intervenir avant l'arrêté des comptes par l'organe d'administration, et c'est pour ça que je le place ici. Une fois que le compte interne sont pour vous clôturer, c'est-à-dire que vous avez passé toutes vos écritures de clôture et d'inventaire, avant l'audit, vous avez donc une situation comptable pré-audit que vous allez soumettre à votre commissaire qui va procéder au contrôle de ces états financiers, qui dans le cadre de ce contrôle pourrait éventuellement faire passer des écritures de correction, des reclassements de compte. Cette tâche, donc ce travail du commissaire, va déboucher finalement sur une situation comptable auditée, et je suis là au troisième bullet point de ce slide, qui va être alors préparé sous forme de comptes annuels pour être soumis à l'organe d'administration afin que l'organe d'administration puisse arrêter les comptes de l'année. Je passe volontairement les deux bullet points précédents parce que je vais y revenir juste maintenant. Avant d'arriver à cette préparation des comptes annuels, des états financiers, et je dis ici volontairement des comptes annuels, puisque vous allez voir tout à l'heure la raison pour laquelle j'insiste sur le fait que le conseil d'administration, l'organe d'administration, se réunit pour arrêter les comptes et doit se réunir sur base de comptes annuels et non pas sur base d'un bilan interne qui se limite à l'actif, le passif et le compte de résultat. Avant de pouvoir organiser cette réunion, il faut que vous envisagiez éventuellement de préparer et de le mettre à disposition de l'organe d'administration, les tests de liquidité, les tests d'actifs nets, les tests de solvabilité. Dans le cas où vous savez que le conseil d'administration, l'organe d'administration va proposer une distribution de dividendes ou une autre distribution, vous savez qu'aujourd'hui, on doit réaliser des tests de liquidité, des tests d'actifs nets. En fonction de ceux que vous devez réaliser, vous préparez déjà ces tests d'actifs nets ou ces tests de liquidité, ou les deux, de manière à ce que l'organe d'administration puisse, lors de sa réunion d'arrêté des comptes, envisager la distribution ou non de dividendes ou une autre distribution. Si éventuellement vos chiffres sont dégradés, si votre actif net est dégradé, vous avez des pertes importantes, si vous avez 2 exercices en pertes consécutives, si vous êtes dans une situation d'actif net négatif, etc., etc., toutes les procédures d'alarme, soyez également attentifs au fait que vous pourriez être amené à devoir préparer des chiffres prévisionnels aussi en vue de la réunion de l'organe d'administration, qui devra se prononcer sur l'application des règles de continuité, par exemple, et dans ce cadre-là, qui va devoir avoir besoin d'un outil pour montrer qu'il a envisagé la capacité de l'entreprise à payer ses dettes pendant une période de minimum 12 mois, voire plus. Donc, soyez proactifs, préparez ces documents prévisionnels si vous anticipez des problèmes ou une remise en question de la continuité qui devra être alors validée par l'organe d'administration. Vous constatez
et c'est une constatation que vous aurez dû faire à la lecture du Code des sociétés et des associations. Aujourd'hui, les services financiers, les comptables, ne peuvent plus se contenter de faire des comptabilités sur base des chiffres historiques. Ils doivent également se projeter dans le futur et pouvoir établir des chiffres prospectifs, des projections de résultats et de liquidité et de solvabilité pour les mois à venir, puisque de plus en plus, on vous demande de pouvoir prouver de la continuité sur base de chiffres. Une fois que l'ensemble de ces documents sont prêts, que les comptes annuels ou le projet de comptes annuels est prêt, avec donc tous les aspects, hein, je vise vraiment ici le bilan actif-passif et les annexes complétées. Ces documents sont alors présentés à l'organe d'administration qui va les arrêter. L'arrêté par l'organe d'administration. Éventuellement, lors de cette réunion, il n'est pas exclu que l'organe d'administration fasse comptabiliser des provisions complémentaires et vous devrez alors adapter vos comptes à la décision de l'organe d'administration de comptabiliser ou non une provision, d'utiliser ou de reprendre une provision, de comptabiliser ou non certaines réductions de valeur. C'est tout à fait de la responsabilité de l'organe d'administration et donc il est possible que ce soit encore le cas après avoir préparé ce projet de comptes annuels. Une fois que les chiffres arrêtés par l'organe d'administration sont, on va dire, définitifs, en tout cas arrêtés par l'organe d'administration, ce sont également ces chiffres ce sont également ces comptes annuels qui vont être présentés et donnés au commissaire, qui va, sur base de ce document, également effectuer des contrôles. Le commissaire contrôle les comptes annuels, fait encore éventuellement des remarques de forme sur ces comptes annuels et va éventuellement demander des corrections, des adaptations de ces comptes annuels. Va également recevoir le rapport de l'organe de gestion, si vous êtes amené à en établir un. Il va également vérifier le contenu de ce rapport de gestion et éventuellement faire des observations et des remarques, établir, lui de son côté, ou elle de son côté, le commissaire ou la commissaire, une lettre d'affirmation, et vous la faire signer ou la faire signer à l'organe d'administration. L'ensemble des pièces, c'est-à-dire les comptes annuels à contrôler par le commissaire, le rapport de gestion à contrôler par le commissaire, doit être remis au commissaire un mois avant l'Assemblée générale. Ici, j'ai repris également la lettre d'affirmation signée, mais cette lettre d'affirmation signée n'est pas prête en général un mois avant l'Assemblée générale. Ce sont les autres pièces comme les comptes annuels et le rapport de gestion qui doivent être donnés au commissaire avant l'Assemblée générale et qui vont alors donner lieu à l'établissement par après d'une lettre d'affirmation et du rapport du commissaire sur ces documents. C'est à ce moment-là, où c'est ce délai-là, un mois avant l'Assemblée générale, qui est le délai important pour vos commissaires, pour éventuellement envisager, s'ils ne reçoivent pas l'ensemble de ces documents un mois avant l'Assemblée générale, envisager d'établir un rapport de carence et de vous l'envoyer, de manière à vous signaler qu'ils n'ont pas reçu à temps les documents qui leur permettront d'établir leur rapport. Ensuite, vont suivre une série d'étapes qui vont être assez dépendantes du fait qu'il existe ou qu'il n'existe pas de conseil d'entreprise dans votre entreprise. Si vous n'avez pas de conseil d'entreprise, l'ensemble du planning est beaucoup plus simple. On va voir ce planning dans quelques instants sur une ligne du temps et on va reprendre donc les différentes étapes que je présente ici, de manière à ce que vous puissiez les placer et les voir sur la ligne du temps. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de conseil d'entreprise, il y a bien sûr des étapes qui ne seront pas à respecter, puisque alors il suffit que le rapport du commissaire, mais également les comptes annuels, le rapport de gestion soit disponible 15 jours avant l'AG. Vous convoquez l'AG se passe à la date statutaire et ensuite vous avez la publication à la fois des comptes annuels, du rapport de gestion et du rapport du commissaire qui doit se faire dans le mois de l'AG. Vous avez pour cette publication un double délai. Le double délai, c'est un mois après la réunion de l'Assemblée générale, avec un autre délai qui est de maximum 7 mois après la date de clôture. En d'autres termes, si vous faites une Assemblée générale le 15 juin, vous devez déposer et publier vos comptes, le rapport de gestion et le rapport du commissaire pour le 15 juillet suivant. Pas pour le 31 juillet, mais pour le 15 juillet suivant. Si vous ne déposez pas pour le 15 juillet, vous déposez donc en retard. Le commissaire, si vous en avez un, devra faire une mention dans son prochain rapport que vous n'avez pas respecté les délais de mise à disposition et de publication des documents.
Si vous faites une assemblée générale en juin, mais que vous reportez, que l'AG se reporte à une date ultérieure parce que les documents ne sont pas, par exemple, disponibles à cette date, à la date d'AG statutaire, l'AG est reporté, prenons, au 7 juillet de l'année. Vous avez l'AG, le dépôt des comptes, le dépôt du rapport de gestion, le dépôt du rapport du commissaire, enfin, la publication, excusez-moi, doit se faire pour le 31 juillet et non pas pour le 7 août. Le 31 juillet étant l'autre délai, à savoir 7 mois depuis la date de clôture. À nouveau, ce délai-là doit être respecté. S'il ne l'est pas, le commissaire fera une mention dans son prochain rapport. Après ces publications, dans le cadre après l'Assemblée générale, il y a l'établissement de toutes les fiches fiscales que vous connaissez, mais également de la déclaration fiscale, la publication des nominations d'administrateurs et du commissaire et la mise en paiement éventuelle de dividendes. Donc là, c'est le processus assez courant. Par contre, si vous avez un conseil d'entreprise, il y a une étape complémentaire qui est la réunion du conseil d'entreprise. Il faut savoir que le conseil d'entreprise doit légalement se réunir avant l'Assemblée générale. N'oubliez pas non plus que si vous avez un conseil d'entreprise, c'est un point qui est très souvent omis, l'Assemblée générale doit recevoir un compte-rendu de la réunion du conseil d'entreprise qui a eu lieu avant. Donc, immanquablement, le fait qu'il y ait un compte-rendu du fait qu'il y ait une réunion de conseil d'entreprise avant et éventuellement, ce qu'on entend par compte-rendu, c'est expliquer quels ont été éventuellement les points de discussion ou les questionnements de la part des membres du conseil d'entreprise, ou simplement faire mention que la réunion a eu lieu et que tout s'est bien passé. Ce point doit bien sûr figurer à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale, celle qui se passera après le conseil d'entreprise. Important, c'est de signaler que le conseil d'entreprise doit se tenir avant l'Assemblée générale, malgré qu'il n'y ait pas de délai légal ou d'espace prévu ou de temps prévu entre la réunion du Conseil et l'Assemblée générale. Le Conseil d'entreprise doit simplement se réunir avant l'Assemblée générale. Si c'est le jour précédent, c'est conforme. Donc après l'Assemblée générale, ça n'est pas possible, ou si c'est possible, ce sera en tout cas alors en retard. Si vous avez un Conseil d'entreprise, le planning dont on va parler et que je vais illustrer juste après va devoir tenir compte de ces dates de conseil d'entreprise comme la date principale pour créer et construire votre rétro-planning. Pour créer et construire votre planning de clôture, vous allez a priori vous baser toujours sur la date de clôture. Sur la date de l'Assemblée générale, excusez-moi. Cette date d'Assemblée générale va être la date pivot qui va vous permettre donc de faire votre rétro-planning. Si vous avez un conseil d'entreprise, c'est la date du conseil d'entreprise qui va être importante et, bien évidemment, placée avant l'Assemblée générale, va vous permettre de faire votre rétro-planning. Dans le cas où vous avez un conseil d'entreprise, il va falloir que vous lui prépariez ou fassiez préparer l'information annuelle qui va être aussi soumise au contrôle du commissaire. Donc l'information annuelle, c'est un document qui est assez important et qui doit être important en volume et en nombre d'informations à fournir, qui va impliquer l'intervention de beaucoup de services, et non pas simplement des services financiers, qui jouent un rôle bien évidemment dans la préparation. Donc il y a une coordination des informations, il y a une compilation de ces informations et il y a une information annuelle qui doit être donc préparée et envoyé aux membres du conseil d'entreprise 15 jours avant la réunion du conseil d'entreprise qui est prévue. Et là, donc, bien sûr, vous avez votre délai de 15 jours qu'il faut respecter. N'oubliez pas non plus que votre commissaire doit contrôler cette information annuelle. C'est-à-dire que vous devez l'impliquer dans votre planning pour lui le prévenir ou la prévenir du moment où vous allez être prêt avec votre information annuelle de manière à ce qu'il puisse ou elle puisse contrôler l'information et ensuite que vous puissiez, dans le délai de 15 jours, l'envoyer à temps aux membres du conseil d'entreprise. Si vous n'envoyez pas les documents à temps au conseil d'entreprise, vous risquez d'avoir un problème par rapport à la réunion du conseil d'entreprise qui pourrait ne pas se tenir puisque le délai de 15 jours n'a pas été respecté. Et ça pourrait donc vous créer des problèmes pour l'Assemblée générale qui va suivre. L'information annuelle, le rapport du commissaire, les comptes annuels, le rapport de gestion sont envoyés au conseil d'entreprise 15 jours avant la réunion qui est prévue. Le rapport du commissaire que je vise ici, c'est le rapport du commissaire sur les comptes annuels, pas sur l'information annuelle. Puisque
non seulement le commissaire va contrôler votre information annuelle, mais le commissaire va également faire un rapport, émettre un rapport à l'attention du conseil d'entreprise sur cette information annuelle. Ce rapport peut être délivré, donné en séance lors de la réunion du conseil d'entreprise. Il ne doit pas, il peut très bien être envoyé à l'avance aussi aux membres du conseil d'entreprise. Et donc, vous allez tenir votre réunion de conseil d'entreprise avant l'Assemblée générale. Donc, il n'y a pas de délai prévu, comme je l'indique ici, entre la date du conseil et l'Assemblée générale. Ça peut être le jour avant, pas de problème. Il faut faire mention, lors de l'Assemblée générale, du fait que la réunion a eu lieu et faire un compte-rendu de cette réunion à l'Assemblée générale. C'est un point, comme je l'ai déjà dit, qui est fréquemment oublié. L'Assemblée générale statutaire va se tenir et ensuite, c'est exactement le même planning ou les mêmes tâches qui seront à réaliser dans les mêmes délais, c'est-à-dire la publication des comptes annuels, du rapport de gestion, du rapport du commissaire, dans le mois qui suit l'AG ou dans les 7 mois maximum en fonction, les fiches fiscales, la déclaration fiscale, les publications de nomination ou de rémunération et l'éventuelle mise en paiement des dividendes. Un point sur lequel je veux encore revenir, c'est que en cas de consolidation, mais j'en parle dans le slide qui suit, mais en cas de consolidation, l'information que vous allez communiquer à votre conseil d'entreprise est également l'information consolidée. Alors, si vous êtes entreprise mère et vous établissez les comptes annuels consolidés, vous allez également devoir communiquer au conseil d'entreprise les comptes consolidés, le rapport de gestion consolidé et le rapport du commissaire sur ces comptes consolidés. Donc il y a énormément d'informations à envoyer et à prévoir. Ces comptes annuels consolidés doivent donc être prêts au même moment que les comptes annuels sociaux. Si vous êtes membre d'un groupe, mais que ce n'est pas vous qui établissez les comptes consolidés, mais c'est votre mère qui établit les comptes consolidés, à ce moment-là, les comptes consolidés de la mère sont également des documents qui doivent être fournis au conseil d'entreprise. Quelques points spécifiques, justement, en cas de consolidation, pour insister sur le fait que si vous avez en plus une obligation de consolidation, cela va considérablement rendre ces opérations de clôture plus complexes et qui va ralentir le processus de clôture, bien évidemment, puisque vous avez en plus de l'arrêté des comptes sociaux, l'arrêté des comptes consolidés, le rapport de gestion sur les comptes consolidés, le contrôle par votre commissaire des comptes consolidés, l'établissement des rapports, etc., etc. Tout ça doit être fait dans les mêmes délais et au même moment donc que les comptes sociaux de la mère. Et donc, il est important d'insérer cette partie sur les comptes consolidés également dans votre planning dans ce cas-là. Une spécificité pour les ASBL et AISBL, effectivement, l'Assemblée générale d'une ASBL doit approuver le budget. Il est prévu dans le Code des sociétés et des associations que lors de l'Assemblée générale annuelle, l'Assemblée générale approuve le budget de l'année en cours. En d'autres termes, lors de l'Assemblée générale de 2022, par exemple, d'une association qui va approuver les comptes de l'exercice 2021, cette Assemblée générale va également approuver le budget de 2022. Aussi étonnant que ça puisse paraître, puisque finalement l'exercice est déjà en cours, le budget a déjà dû être utilisé ou pu être utilisé, puisqu'on se trouve peut-être au mois de mai ou au mois de juin 2022. De toute façon, c'est ce qui est prévu. Au niveau du texte légal, rien ne vous empêche de réunir l'Assemblée générale dans le courant de l'exercice, par exemple 2021, pour approuver le budget 2022 et de faire réapprouver, on va dire, une seconde fois le budget 2022 par l'Assemblée générale qui a lieu alors dans le courant de 2022. Si vous avez affaire à une fondation, n'oubliez pas qu'en absence d'Assemblée générale, c'est l'organe d'administration qui arrête et approuve les états financiers. Il n'y a pas d'Assemblée générale dans une fondation. Voilà en ce qui concerne les différentes étapes du processus de clôture, en les expliquant un petit peu. Si maintenant on les présente sur la forme d'une ligne du temps, on a au milieu du slide, vous avez l'étape à travers laquelle toutes les structures vont devoir passer, toutes les entreprises, c'est-à-dire toutes les associations et toutes les sociétés commerciales, c'est l'inventaire. Au milieu donc l'inventaire qui va se passer un peu avant la date de clôture, la préparation, un peu après la date de clôture et à la date de clôture. Donc toutes ces opérations d'inventaire qu'on va voir ensemble juste après et qui sont beaucoup plus larges que le simple comptage d'un stock. Avant cet inventaire
avant la période d'inventaire, effectivement, on a l'exercice précédent, ou l'exercice en cours, excusez-moi, durant lequel on a éventuellement fait des clôtures mensuelles, trimestrielles, voire, comme je l'ai placé ici, un soft closing qui a pour but de préparer la clôture annuelle. Après la date d'inventaire et tout le processus d'inventaire, les services financiers vont procéder à toutes les opérations de clôture de compte, toutes les opérations de césure, de report, de factures à recevoir, de reclassement de compte, etc., dont on va parler également. Toutes ces opérations vont alors déboucher en finale sur une situation des comptes internes, un bilan, un compte de résultats interne pour lesquels les services financiers ont alors fait toutes les écritures qu'ils estiment être nécessaires dans le cadre de la clôture. Souvent, dans cette situation-là, qui est présentée alors au commissaire, puisqu'ici on envisage le cas où il y a un commissaire, souvent cette situation est alors une situation avant impôt, c'est-à-dire que les impôts n'ont pas encore été comptabilisés et calculés, parce qu'éventuellement dans le cadre de l'audit, s'il y a encore des corrections qui sont passées, on évite de devoir faire le calcul deux fois. Donc on attend la fin de l'audit pour pouvoir proposer alors un calcul d'impôt et le comptabiliser. Ce calcul d'impôt et la comptabilisation doit également être revu par votre commissaire si vous en avez un. Si vous placez maintenant dans la ligne du temps plus loin dans le temps, on était donc arrivé à l'audit par votre commissaire, et après l'audit du commissaire, il y a bien sûr la date d'arrêté des comptes par l'organe d'administration. Vous voyez ici un planning qui comporte beaucoup de barres verticales et de dates et d'éléments, et qui montre à quel point le planning de clôture est un exercice complexe et qui fait intervenir énormément de dates qui se chevauchent ou qui se complètent, énormément d'informations à préparer pour des moments qui sont précis, et aussi, immanquablement, beaucoup de gens qui doivent intervenir, beaucoup de personnes, de services qui doivent intervenir pour livrer de l'information, pour communiquer de l'information qui est nécessaire pour que tous les documents qui doivent être établis puissent être établis dans les délais qui sont prévus. Vous voyez que j'ai mis dans ce slide la date d'assemblée générale en vert, dans le cercle vert. La date d'assemblée générale, c'est vraiment, pour la majorité d'entre vous, ceux qui n'ont pas de conseil d'entreprise, c'est la date pivot, la date centrale qui vous permet de faire votre rétro-planning, c'est-à-dire de décider ou de voir quand est-ce que l'ensemble des documents doivent être prêts 15 jours avant la date d'assemblée générale, quand est-ce que les documents doivent être, quand est-ce que les comptes annuels doivent être prêts pour le commissaire un mois avant l'assemblée générale, et ensuite vous pouvez établir quand est-ce que le commissaire peut intervenir pour pouvoir contrôler vos comptes, quand est-ce que la réunion de conseil de l'organe d'administration peut avoir lieu en fonction, et quand est-ce que vos services financiers doivent être prêts avec de l'information pour pouvoir organiser l'audit, voire si vous n'avez pas de commissaire, pour pouvoir présenter les états financiers des comptes annuels à votre organe d'administration pour qu'il puisse les arrêter. Vous voyez que dès lors, la période de clôture risque, en fonction de la date d'assemblée générale, d'être extrêmement courte. Et donc, le message qu'il faut vraiment faire passer, c'est de vous expliquer que l'importance de l'organisation préalable de cette clôture, c'est-à-dire la préparation de la clôture, un planning précis, avec des dates, en impliquant toutes les personnes qui doivent intervenir dans ce processus, c'est-à-dire en les prévenant, pensez aux dates de congé qui peuvent exister dans le premier tiers de l'année, si on a une date de clôture au 31 décembre, pensez à la disponibilité des gens, surtout maintenant dans le cadre du télétravail. Vous avez donc vraiment un travail de préparation de cette clôture à faire, un planning de clôture à faire, et véritablement identifier quels services et quelles personnes doivent être prêtes avec quel type de documents et à quel moment. C'est pour ça qu'une clôture préalable ou une préparation de la clôture en amont est véritablement un atout pour pouvoir faire se dérouler ce planning de manière linéaire, sans aucun problème, ou en tout cas en conservant certains buffers pour ne pas être pris en retard, puisque vous avez la date d'assemblée générale qui est votre dernière date. Si vous avez un conseil d'entreprise, je vous l'ai dit là tout à l'heure, c'est cette date-là qui est votre date, en fait, pour faire votre rétro-planning. En général, elle est placée quelques jours avant l'Assemblée générale, et donc c'est cette date-là, véritablement, qui va être la date pour pouvoir faire votre rétro-planning, pour revenir en arrière. Les dates qui se trouvent après le dépôt des comptes, la publication des comptes, etc., sont effectivement aussi des dates importantes. L'établissement de vos déclarations fiscales qui vont suivre, bien évidemment, en fonction des délais que vous avez pour les établir, sont également des dates importantes, mais pour véritablement
évidemment le processus de clôture, c'est la date d'AG ou la date de conseil d'entreprise qui sont extrêmement importantes. Impliquez aussi, si vous avez un commissaire, attend votre commissaire en amont, dans l'année précédente, pour fixer quelles sont les périodes dans lesquelles il va devoir intervenir, ou elle va devoir intervenir, de manière à être certain que les équipes d'audit soient disponibles dans ces périodes. En tant que réviseur, je peux vous dire que c'est une période qui est toujours extrêmement chargée, bien évidemment, comme vous le savez, et qui est parfois extrêmement compliquée à organiser en fonction des deadlines de chacun de nos clients. Voilà pour le planning, pour la ligne du temps. Maintenant, je vais passer en revue quelques-unes des étapes pour peut-être donner un peu d'explication sur ce que j'entends par ces différentes étapes et pourquoi je souhaite insister sur ces étapes. D'abord, le soft closing, je pense en avoir déjà un peu parlé, mais c'est effectivement un moment où vous allez pouvoir préparer toute une série de comptes. Et si vous regardez les spécificités de votre comptabilité, vous allez voir que vous avez dans votre bilan, et également en hors bilan, toute une série de comptes qui peuvent être préparés avant la date de clôture et pour lesquels à la fois la documentation peut être préparée, mais également la justification des soldes, parce que vous savez déjà très bien, par exemple, que dans le dernier mois, ces comptes ne vont plus varier ou vous pensez qu'ils ne varieront plus. Quand vous avez préparé et les justifications et les confirmations et les nettoyages de comptes au préalable avant la date de clôture réelle, il vous suffit réellement de regarder si dans le dernier mois, il y a eu des mouvements sur ces comptes, et s'il n'y en a pas eu, votre justification et votre nettoyage est déjà prêt pour la date de clôture. Dans le cas de groupe, où c'est souvent le cas que les clôtures doivent se faire extrêmement rapidement après la date butoir de clôture, c'est-à-dire que les opérations de clôture doivent être réalisées dans les quelques jours qui suivent la date de clôture, et bien souvent, on va déjà faire une soft closing pour préparer tout ce qui est confirmation de ce que j'appelle ici les intercompagnies, les comptes internes entre les différentes sociétés du groupe, la confirmation des soldes des comptes, à la fois au niveau du bilan, mais aussi au niveau du compte de résultat, de manière à ce qu'en cas de consolidation, les éliminations soient déjà préparées, ou on connaît en tout cas rechercher l'origine et les endroits où se retrouvent tous les différents comptes intercompagnies. Donc ces réconciliations, éventuellement les demandes de confirmation sur base d'une situation fin novembre, par exemple, lorsque vous clôturez au 31 décembre, c'est probablement un travail qui va accélérer très très fortement votre clôture au 31 décembre. Vous avez, et vous le savez très bien, toute une série de comptes qui doivent être nettoyés régulièrement par les services financiers. Les comptes de créances, les comptes de dettes, créances et les créances clients, les dettes fournisseurs, d'autres comptes de créances et d'autres comptes de dette également, sont des comptes qui typiquement peuvent comporter des erreurs d'imputation, des erreurs d'encodage, des doubles paiements, et éventuellement l'absence de factures, des comptabilisations sur base de paiement et sans facture, etc., etc. Tous ces problèmes-là peuvent être anticipés et peuvent être nettoyés régulièrement. Vous pouvez les nettoyer tous les mois lorsque vous faites des clôtures mensuelles. C'est effectivement extrêmement confortable alors à la clôture de pouvoir se travailler avec des comptes qui ont déjà été nettoyés chaque mois. Mais si vous n'avez pas, vous ne le faites pas, éventuellement, faites-le alors une fois correctement, avant la date de clôture même, un mois avant par exemple, de manière à ce que vous puissiez accélérer toutes ces recherches, parce qu'effectivement, ça peut prendre énormément de temps. Il y a d'autres comptes, les paiements par carte de crédit lorsque vous utilisez des comptes intermédiaires, les paiements qui ont été faits via la caisse alors que les factures restent encore ouvertes dans les comptes de créances ou de dettes. Tout ça peut être nettoyé avant la date de clôture et ça va accélérer bien évidemment votre processus. Vous pouvez également préparer les comptes de régularisation, c'est-à-dire tous les reports et déports de charges et de produits. Vos comptes de régularisation peuvent être préparés, ça dépend un petit peu de la manière dont vous comptabilisez à nouveau durant l'année. Certains comptabilisent les charges en charge sans se poser la question du report éventuel de la charge. D'autres comptabilisent directement le report dans les comptes 49 et comptabilisent la charge au compte de résultat. D'autres comptabilisent d'office sur les comptes de report et transfèrent régulièrement vers le compte de résultat. En fonction du mode de comptabilisation que vous avez, vous pouvez préparer déjà vos comptes de régularisation. Il ne vous restera finalement plus qu'un mois alors dans ce cas-là à contrôler pour pouvoir être certain du caractère exhaustif de vos reports. Vous pouvez déjà aussi préparer la centralisation de toutes les pièces, la récolte de toutes les pièces que vous aurez besoin dans le cadre de votre processus d'inventaire.
Vous allez voir que par après, je vais vous parler de l'inventaire, de ce que j'entends par processus d'inventaire. Et vous allez voir que dans ce processus d'inventaire, vous allez devoir justifier, commenter, expliquer les soldes de vos comptes de bilan et les soldes des comptes hors bilan. Dans le cadre de ces justifications, vous allez bien sûr devoir prouver et apporter des pièces justificatives qui vous permettront de contrôler les montants qui se trouvent dans vos comptes et de les justifier et de les documenter. Vous pouvez donc déjà au préalable impliquer les différentes personnes qui vont devoir vous fournir ces informations, des conventions de prêt, des contrats de leasing, des copies de factures d'investissement, etc., etc., des informations du secrétaire social. Vous pourriez déjà compiler toutes ces informations de manière à accélérer la documentation de vos soldes au moment où vous vous trouverez à la date de clôture. Pourquoi ne pas envisager de faire comme le font éventuellement vos commissaires, c'est-à-dire de faire des demandes de confirmation de soldes pour une série de vos comptes de bilan, comme par exemple des comptes clients ou des comptes fournisseurs. Ça peut être un outil intéressant pour justifier et commenter un compte de bilan, mais également de faire des demandes de confirmation auprès de vos banques et de faire des demandes de confirmation de solde, de situation auprès de vos avocats. Les confirmations bancaires vont vous permettre de vérifier vos comptes de bilan. Aujourd'hui, ces confirmations bancaires sont en général disponibles sur les sites des banques. Il vous suffira donc de les télécharger de manière à voir ces confirmations bancaires. Mais également ici, vous allez avoir besoin de ces confirmations bancaires pour pouvoir valider et contrôler ce qu'on appelle les droits et engagements hors bilan. Ne négligez pas cette partie. Tout ce qui est droits et engagements hors bilan peut être préparé avant la date de clôture, parce que souvent, ce sont des comptes qui ne bougent pas de manière très régulière. Donc vous assurez que vos comptes de droits et engagements sont exhaustifs, couvrent bien tous vos engagements, est également une phase importante que l'on peut préparer avant la date de clôture. Là aussi, c'est difficile. Pourquoi ? Parce que vous avez de l'information qui doit venir de toute une série de sources différentes, de vos banques, mais aussi de toute une série de contrats, de conventions, voire d'actes notariés que vous auriez passés durant l'année et qui vont éventuellement impliquer des engagements pour votre entité et donc l'obligation de les reconnaître dans les comptes de droits et engagements hors bilan. Ça peut être préparé avant la date de clôture de manière à ce que lors de la clôture, ce point de droits et engagements hors bilan ne doive plus être analysé et regardé. Et donc, éventuellement, faites ce que vous font vos commissaires si vous en avez, ou collaborez avec eux pour récupérer l'information des confirmations de solde qu'ils reçoivent, de manière à ce que vous puissiez aussi valider vos comptes de cette manière. L'étape suivante est une étape importante, qui est souvent dans la pratique limitée au stock. Je reprends ici 2 articles du Code de droit économique, dans lequel vous lisez que toute entreprise, et donc toute entreprise signifie les associations, les ASBL, les AISBL, et aussi les entreprises commerciales, sociétés commerciales, procède une fois par an au moins, avec bonne foi, prudence et sincérité, aux opérations de relevé, de vérification et d'examen, de l'évaluation nécessaires pour établir à une loi de choisie un inventaire complet de leurs avoirs, de leurs droits de toute nature et de leurs dettes, obligations et engagements de toute nature relatifs à l'activité et aux moyens propres qui y sont affectés. Quand on lit ça, on voit que l'inventaire ne couvre pas seulement le stock, mais couvre l'ensemble de l'actif, l'ensemble du passif et l'ensemble des droits et engagements hors bilan. Une fois que l'inventaire a été fait, il y a bien évidemment l'article 90 qui intervient également, qui dit que l'inventaire doit être comparé, c'est ça le but de l'inventaire, comparé à la comptabilité. Lorsque la réalité est comparée à la réalité, on va mettre la comptabilité en concordance avec la réalité et l'ensemble représente alors, une fois que c'est fait, les comptes annuels, les états financiers. L'ensemble des opérations et des pièces de l'inventaire, c'est-à-dire de tous les justificatifs de vos soldes de compte, doit figurer dans ce qu'on appelle ici, à l'article 89, le livre, mais pas spécifiquement le livre d'inventaire, bien évidemment, nous l'appelons en général le livre d'inventaire, mais ces pièces doivent être transcrites et conservées dans
un livre d'inventaire. Aujourd'hui, ce livre d'inventaire prend la forme de fichiers que vous aurez sur vos ordinateurs et dans lesquels vont se trouver, compte par compte, l'ensemble des justifications de solde de ces comptes, c'est-à-dire le détail des soldes de comptes de bilan, actifs, passifs et droits et engagements hors bilan, avec l'ensemble des éléments de documentation qui permettent de justifier les soldes de ces comptes. Ceci constitue l'ensemble de l'inventaire. Et donc le stock en fait partie. Les immobilisés en font partie, mais pas que. Il y a également toutes les autres rubriques bilantaires qui doivent faire l'objet à la fois d'un détail, mais d'une justification, mais aussi d'une documentation de manière à pouvoir justifier les soldes de ces comptes. Si je prends quelques exemples, et je parlerai du stock rapidement et de l'immobilisé également rapidement, mais sur d'autres types de comptes, pour vous donner que quelques exemples, bien sûr pas de manière exhaustive, mais si je prends les comptes de fonds propres, par exemple, vous allez comparer vos comptes de fonds propres de l'année à ceux de l'année précédente, voir éventuellement les mouvements qui ont eu lieu d'une année sur l'autre, et documenter ces mouvements par éventuellement des actes que vous aurez passés durant l'année, des augmentations de capital, des réductions de capital. Vous allez documenter tous les mouvements qui ont eu lieu sur les fonds propres, justifier et commenter les soldes de tous ces comptes de fonds propres, vérifier si effectivement les fonds propres sont conformes à la décision de l'Assemblée générale qui a eu lieu l'année précédente. Pour les comptes de subsides, vous aurez à récolter, à récupérer l'ensemble des conventions de subsides, des subsides que vous avez, pour lesquels vous êtes encore en attente de paiement, des documents attestant le fait que les subsides sont acquis et que vous les avez comptabilisés dans votre bilan. Le transfert vers le compte de résultat via des tableaux de transfert qui ressemblent à des tableaux d'amortissement, qui sont simplement les tableaux qui vont vous permettre de faire les transferts de vos subsides à l'investissement vers les comptes de résultat. La mise à jour de ces tableaux, regardez et vous assurez que dans les subsides que vous avez reçus par le passé, il n'y a pas des conditions de remboursement qui sont prévues, éventuellement valider et voir que vous êtes ou que vous n'êtes pas dans ces conditions de remboursement, parce que ça impliquerait éventuellement des écritures. Toute la documentation du solde des subsides à l'investissement doit également faire partie de cet inventaire. Vous passez l'ensemble de vos comptes en revue. Si on arrive sur les comptes de classe 16, effectivement, les comptes de provision, là aussi, documenter l'ensemble des provisions qui ont été comptabilisées par le passé, ça s'était déjà fait l'année passée, vous reprendrez l'ensemble des justificatifs des anciennes provisions, envisagez éventuellement s'il n'y a pas des reprises à faire ou des utilisations de provisions à comptabiliser en fonction d'une série de transactions qui auront eu lieu durant l'année, interrogez les services qui gèrent éventuellement les litiges pour avoir une information sur quels sont les litiges en cours, y a-t-il des nouveaux litiges, comment se sont résolus ou non des litiges du passé. Toutes ces opérations doivent également faire partie de votre inventaire, doivent être documentées et vous permettront de justifier les soldes de vos comptes à la date de clôture. Les comptes de 1742, les comptes donc de dette long terme et de dette court terme, là aussi, vous allez devoir réunir l'ensemble des contrats, l'ensemble des conventions en cours selon les personnes qui gèrent ce genre d'aspect dans votre entité. C'est là aussi où je dis l'importance de planifier, c'est-à-dire en amont déjà, avoir impliqué ces personnes dans le processus de clôture, leur avoir expliqué ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Ils gèrent peut-être les contrats avec des listings ou des listes Excel, reprendre ces listes Excel, reprendre les contrats, avoir tout ça dans des fichiers, de manière à ce que vous puissiez justifier le solde de vos comptes 17, le solde de vos comptes 42. Bien évidemment, vous allez passer les écritures de transfert du 17 vers le 42, mais la documentation des soldes est également partie du travail de l'inventaire que les services financiers doivent faire chaque année dans le cadre des opérations d'inventaire. Documenter et justifier les soldes de vos comptes. Il va de soi que sur les comptes d'immobilisation, investissement, incorporel, immobilisation corporelle, vous avez, outre le fait que vous allez devoir documenter les soldes de vos comptes, par exemple les mouvements par des factures d'acquisition, ou que vous aurez éventuellement scannées et classées dans des fichiers spécifiques. C'est un compte typique, ce sont des comptes où typiquement un contrôle physique est possible. Chaque fois qu'un contrôle physique est possible, qu'une justification par un contrôle physique est possible dans le cadre de l'inventaire, il va falloir le faire. C'est le cas du stock et c'est le cas de l'immobilisé. Autrement dit, ça veut dire que tous les ans,
l'organe d'administration, puisque l'inventaire est une responsabilité de l'organe d'administration. C'est mis en œuvre par les services financiers, mais c'est une responsabilité de l'organe d'administration. Eh bien, les services financiers vont, ou devrais-je dire, organiser chaque année un inventaire de l'immobilisé, c'est-à-dire des comptes de 21 à 27, mais également des 28, on va voir par après. Donc un contrôle physique des investissements, un relevé des investissements, comme un contrôle de stock, où on va faire un relevé des investissements, comparer ces investissements au tableau d'amortissement que l'on a dans sa comptabilité ou que l'on a sous format Excel par exemple, comparer la réalité à ces tableaux d'amortissement, adapter les tableaux d'amortissement à la réalité lorsque des actifs ont disparu, ne sont plus utilisés, sont déclassés, ont été volés, que sais-je. Donc pour que vous puissiez vous assurer que les actifs qui figurent dans votre bilan sont bien encore toujours des actifs qui sont présents et qui sont utilisé. Vous savez aussi qu'un actif qui n'est plus utilisé mais qui est encore présent doit être transféré normalement vers un compte 26 d'immobilisation, d'autres immobilisations corporelles. Donc ça aussi, c'est une opération de clôture éventuellement, de transfert de compte, si vous avez des actifs que vous avez encore en présence mais qui ne sont plus utilisés. Cette opération d'inventaire de l'immobilisé est une opération qui est très souvent omise dans les clôtures de compte. C'est néanmoins une opération qui est obligatoire, à mon sens, et qui devrait être faite tous les ans. La difficulté que vous allez rencontrer ici, c'est de faire le lien entre le comptage physique des investissements et vos tableaux d'amortissement. Et pour ça, bien évidemment, il faut être proactif et avoir classé vos tableaux d'amortissement en fonction de critères qui vous permettent de les coller, de les rapprocher des actifs physiques en utilisant des codes ou des numéros d'identification, parce que sinon, effectivement, la difficulté que vous allez rencontrer, c'est justement la comparaison entre l'inventaire physique et vos tableaux d'amortissement et vos comptes derrière. La correspondance entre les tableaux d'amortissement et les comptes pose en général peu de problèmes. C'est la comparaison entre la réalité et les tableaux d'amortissement qui souvent est complexe à faire. Néanmoins, je dois vous dire que c'est une opération qui est obligatoire. Par après, la comptabilisation des amortissements, le calcul de la comptabilisation des amortissements en fonction de vos règles d'évaluation est également une opération de clôture qui va plus loin que l'inventaire, bien évidemment, mais qui se trouve alors dans la phase qui suit l'inventaire, on va dire, qui sont les opérations de clôture à proprement parler. D'autres immobilisations peuvent être figurées dans votre bilan qui sont des immobilisations qui ne sont pas amortissables, mais qui éventuellement devraient être comparées à la valeur actuelle, de manière à ce que vous puissiez éventuellement acter des réductions de valeur sur ces immobilisations ou reprendre d'anciennes réductions de valeur qui ont été actées. C'est aussi un aspect de valorisation que vous devez envisager. Sur les comptes 28, les comptes de participation et de créance à long terme, vous avez également un inventaire à faire. Là, bien évidemment, un comptage physique n'est pas possible. Vous pouvez alors réunir toutes les pièces qui vous permettent de faire un comptage physique, ou en tout cas de pallier au fait qu'il n'y a pas de comptage physique. Ce sont des registres d'actionnaires, par exemple, que vous allez demander, de manière à ce que vous puissiez vérifier que dans ces registres d'actionnaires, les participations sont cohérentes par rapport à ce que vous avez dans votre comptabilité. Éventuellement, s'il y a eu des mouvements, demandez la documentation de ces mouvements par des conventions que vous auriez signées d'achat ou de vente. Tous les actes éventuellement qui auraient été passés durant l'année où vous êtes intervenu à la constitution d'une société, eh bien, ça forme des pièces justificatives que vous allez devoir récupérer pour pouvoir justifier les soldes de vos comptes. Là aussi, envisager des éventuelles réductions de valeur ou reprises d'anciennes réductions de valeur, c'est également une tâche ou un travail à réaliser dans le cadre de la clôture. J'en termine avec les quelques exemples d'inventaire, avec le stock où effectivement, le stock, c'est une opération de comptage physique qui s'impose, un comptage physique qui se place en général proche de la date de clôture. Toutes les sociétés qui ont des inventaires permanents peuvent éventuellement trouver des solutions pour ne pas devoir compter l'ensemble de leur poste de stock à la date de clôture, mais en général, on compte pendant l'année et lors de la clôture des comptes, on va compter une série de postes du stock qui ont soit des valeurs importantes, soit des vitesses de rotation ou des rotations importantes durant l'année, de manière à s'assurer du caractère complet et correct des montants qui figurent dans votre stock. Par après, bien évidemment, vous aurez la valorisation de votre stock qui devra être faite, la valorisation selon vos règles d'évaluation, mais nous reviendrons encore là-dessus
par après. Une fois que toutes ces opérations d'inventaire auront été réalisées, ben vous allez passer aux opérations de clôture qui ont déjà également été entamées durant l'inventaire, on va dire, et qui sont toutes les opérations relatives à la césure de l'exercice, au report de charges, à l'imputation de charges, au report de produits, à l'imputation de produits, aux factures à recevoir, aux notes de crédit, etc., etc. Toutes ces opérations de césure d'exercice sont des opérations qui vont être, dans certains cas, extrêmement rapides, qui vont pouvoir aller extrêmement vite parce que soit elles ont été bien préparées pendant l'année déjà, soit en fonction de la manière dont vous comptabilisez, tout ça est déjà préparé par votre système ou en tout cas dans le cadre des clôtures intermédiaires. Donc ça dépend un petit peu de la manière dont vous êtes organisé. Par contre, dans les entreprises où vous ne faites pas de clôture intermédiaire, où vous n'avez pas de soft closing et où vous n'avez pas de système automatique pour notamment comptabiliser des factures à recevoir, les opérations de césure d'exercice sont des opérations qui vont prendre beaucoup plus de temps et beaucoup plus fastidieuses, où vous allez devoir intervenir beaucoup plus de personnes. Donc en fonction de la manière dont vous avez organisé votre comptabilité, eh bien, cette tâche et ces opérations de césure vont prendre plus ou moins de temps. Vous aurez après, bien évidemment, dans toutes les opérations de clôture à passer, la comptabilisation des amortissements, la comptabilisation des réductions de valeur, les reprises de réduction de valeur éventuellement, ou les utilisations de réduction de valeur, les comptabilisations de provisions, les reprises d'utilisation de provisions. N'oubliez pas les éventuelles reprises de réduction de valeur ou de provisions. Vous ne pouvez pas laisser dans un bilan des réductions de valeur comptabilisées antérieurement lorsque elles ne s'avèrent plus être nécessaires à la date de clôture. Éventuellement, ces points-là peuvent encore être discutés et présentés à l'organe de gestion qui va arrêter les comptes. Ça peut être des points en suspens que vous allez soumettre à la décision de l'organe d'administration. Ce n'est pas un problème, mais en tout cas, il faut les relever, il faut les lister et l'organe d'administration peut alors décider du sort qu'ils vont réserver aux réductions de valeur, aux provisions, aux reprises et aux utilisations éventuelles. Bien évidemment, la valorisation du stock fait partie des opérations de clôture. Le comptage, l'inventaire suivi de la valorisation. Faites attention ici, dans le cadre des valorisations de stock, de bien vous assurer que vous respectez vos règles d'évaluation. Je les ai mis en premier bullet point, j'en ai pas parlé tout de suite parce que je les réservais pour maintenant. Les règles d'évaluation sont également un élément extrêmement important dont vous allez devoir disposer pour pouvoir procéder à la clôture des comptes et aux valorisations des éléments de bilan dans votre comptabilité. Ces règles d'évaluation vont faire l'objet d'une session spéciale dans laquelle je vais vous présenter mon opinion et les éléments que j'estime être nécessaires dans ces règles d'évaluation et je vais vous y expliquer également dans une autre session l'importance de ces règles d'évaluation. En tout cas, la valorisation des stocks est un élément extrêmement important. Faites attention cette année-ci, principalement, quand je parle de cette année-ci, c'est la clôture des comptes de 2021 pour ceux qui clôturent le 31 décembre ou à une autre date, mais en tout cas qui couvrent l'exercice 2021 en partie ou en totalité. Pourquoi ? Parce que les prix de pas mal de matières premières ou de produits finis ont très fortement augmenté. Les prix des matières premières et des produits finis étant en augmentation, on pourrait avoir des situations où vous pourriez avoir envie ou tendance à valoriser vos stocks non pas en valeur d'acquisition, c'est-à-dire en prix d'acquisition plus accessoire, mais en valeur de réapprovisionnement, c'est-à-dire en valeur de hausse de prix de certains éléments des stocks. C'est une opération ou c'est une méthode de valorisation qui n'est pas autorisée en Belgique en tout cas, et qui aurait pour tendance, dans le cas d'une hausse des prix, de valoriser un stock à une valeur supérieure que celle auquel le stock a été acheté, et donc de créer du profit artificiellement dans le cadre de cette valorisation. Donc ça, c'est une opération auquel il faut être absolument attentif dans une phase où les prix sont en hausse, comme aujourd'hui. Valorisez vos stocks selon vos règles d'évaluation et sûrement à des prix d'acquisition plus frais accessoires sans plus. La comptabilisation des créances douteuses, des réductions de valeur sur créances douteuses en fonction de vos règles d'évaluation. Ce sont des opérations également qui vont intervenir dans le cadre du processus
de clôture, suivi de toutes les écritures de clôture encore, des centralisations de TVA, des réductions de valeur ou des reprises de réduction de valeur sur les comptes de la classe 5, des transferts en résultat des subsides, de toute une série de reclassements de comptes. Il s'agit ici d'une liste qui n'est absolument pas exhaustive sur les opérations de clôture, mais c'est une série de bullet points auxquels vous devez songer éventuellement. Et c'est une partie où très clairement, c'est à chacun d'insérer et de mettre les différentes étapes et les différentes opérations à faire en fonction des particularités de votre activité, des particularités comptables et de la manière dont vous organisez votre comptabilité durant l'année. Mais en tout cas, des reclassements, vous risquez d'en avoir à la date de clôture, des reclassements de comptes qui doivent être comptabilisés, des comptes bancaires négatifs vers les 433. N'oubliez pas d'extraire des dettes fiscales et salariales et sociales de vos comptes fournisseurs éventuellement, si vous travaillez avec un secrétaire social, à la clôture uniquement, pas dans les clôtures intermédiaires en général, ni en cours d'année. De transférer vos soldes débiteurs, voire créditeurs, vers l'actif ou le passif en fonction. De compenser les acomptes et les commandes en cours d'exécution, puisqu'aujourd'hui cette possibilité de compensation entre les comptes d'actifs et de passifs pour le besoin des comptes annuels est autorisée quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous êtes actif. Les éventuels transferts en cas de levée d'options, etc., etc., ces reclassements doivent être envisagés. Le reclassement vers le compte 26 des actifs qui ne sont plus utilisés, eh bien, c'est également un reclassement que vous devrez éventuellement envisager. Les estimations de pécule de vacances à payer, de bonus à payer, de primes de fin d'année à payer, avec la difficulté belge de comptabilisation et d'estimation des pécules de vacances, comptabilisation pas vraiment, mais plutôt de calcul du pécule de vacances à payer, à la date de clôture ou lors de clôture intermédiaire, vous allez devoir également tenir compte de ces pécules de vacances. En situation intermédiaire, attention, ne négligez pas la comptabilisation correcte des pécules de vacances au bilan. Ça peut avoir un impact extrêmement important sur les situations intermédiaires que vous allez sortir en cours d'année, surtout si vous avez des variations importantes au niveau de votre personnel durant l'année. Ne négligez pas l'impact que ce pécule de vacances peut avoir sur vos comptes intermédiaires si vous ne le calculez pas correctement. Toutes les ristournes à verser ou à recevoir en fonction de l'existence ou non de ristournes sur votre chiffre d'affaires. Et alors, éventuellement, le dernier bullet point est ici un bullet point d'option, puisqu'il ne s'agit pas d'une opération obligatoire, mais à envisager toute une série de transferts à l'actif qui sont possibles et qui doivent être alors validés, en tout cas par les organes d'administration, mais qui peuvent être à l'initiative des services financiers, c'est-à-dire par exemple les transferts à l'actif via la production immobilisée de toutes les immobilisations qui seraient développées en interne. La production immobilisée est une option. L'activation des frais de restructuration en cas de restructuration est également une option, peut être envisagée. L'activation des frais de développement, l'activation des frais d'établissement, toutes ces activations, c'est-à-dire l'activation de charges vers le bilan, sont des opérations qui sont optionnelles, qui ne sont pas obligatoires et qui peuvent être envisagées, qui sont de l'initiative en général des services financiers, mais qui sont sous la responsabilité des organes d'administration qui vont arrêter les comptes avec ces opérations déjà, par exemple, comptabilisées. Par après, dans le cadre des opérations de clôture, vous aurez probablement toute une série d'autres opérations à faire en fonction des spécificités de votre activité. Mais à un moment donné, vous aurez tous éventuellement à envisager le calcul et la comptabilisation de l'impôt. Bien souvent, comme je l'ai déjà dit, ce ne sera pas le cas dans la situation provisoire ou en tout cas clôturée, transmise au commissaire qui va attendre d'avoir terminé son audit pour vous demander alors de faire le calcul de l'impôt et la comptabilisation. La comptabilisation éventuellement de l'affectation des résultats, ou de la proposition d'affectation des résultats par les services financiers sur base de ce que proposera l'organe d'administration en termes de distribution des résultats. Encore un point important, je pense, avant de terminer cette session, c'est de vous dire que l'organe d'administration, lorsqu'ils arrêtent les comptes, l'organe d'administration doit arrêter les comptes sous le format des comptes annuels. Bien souvent, lorsque l'organe d'administration arrête les comptes, l'organe d'administration reçoit un bilan interne, un actif, un passif, un compte de résultat, éventuellement avec l'année précédente comparée. Mais ce n'est pas ce document-là qui doit être arrêté par l'organe d'administration. La responsabilité de l'organe d'administration repose sur les comptes annuels. C'est l'organe d'administration
qui est responsable des états financiers, des comptes annuels. Les textes que vous voyez devant vous le prouvent. On peut conclure de la lecture de l'article 3.1 que l'organe d'administration qui arrêterait un bilan simplement interne, ce qui n'est pas sous le format des comptes annuels, n'arrête pas le document ou n'arrête pas les états financiers dans l'état où il devrait être arrêté. Et est-ce que c'est vraiment important? Oui, ça l'est à mon avis, dans la mesure où vous savez que les comptes annuels, ce n'est pas que l'actif, le passif et le compte de résultat, mais ça couvre également l'ensemble des annexes. Et comme le conseil d'administration, l'organe d'administration prend la responsabilité de l'ensemble des états financiers, de l'ensemble des comptes annuels, eh bien, il est logique que ce soit ce document-là qui soit arrêté par l'organe d'administration. Bien souvent, et c'est de la responsabilité des administrateurs et administratrices, ce n'est pas ce document-là qu'ils reçoivent, à tort, à mon avis, et les administrateurs et administratrices devraient réagir et devraient demander des comptes annuels, de manière à ce qu'ils puissent également voir que l'ensemble des annexes est complété et recouvre bien tous les éléments qu'ils souhaitent faire figurer dans ces annexes. C'est un élément extrêmement important. Pensez à tous les droits d'engagement hors bilan qui figurent dans les annexes, qui doivent être commentés et communiqués au lecteur externe, plus d'autres éventuelles informations qui devraient être communiquées dans les annexes. Et donc, il est important que l'organe d'administration reçoive ce document-là. Ce qui veut aussi dire que vous ne pouvez pas vous contenter de présenter un bilan interne, une balance de compte interne à l'organe d'administration pour l'arrêté des comptes, ou vous ne pouvez pas vous contenter de leur montrer sous forme PowerPoint des tableaux avec les chiffres de l'année. Vous devez leur fournir les comptes annuels tels que vous envisagez de les soumettre par après au commissaire pour son contrôle. Mais en tout cas, c'est ce document-là qui doit être fourni au conseil, à l'organe d'administration pour l'arrêté des comptes. Voilà les différentes étapes que je souhaitais voir avec vous. Voilà aussi un peu le détail de ces différentes étapes ou les points que je souhaitais éclairer par rapport à ces différentes étapes. Le message important, je pense, qui est à retenir, c'est que le planning de la clôture est un élément essentiel pour réussir à arriver à terminer toutes ces différentes étapes dans les temps en fonction des deadlines que vous avez. La date butoir ou la date pivot, c'est la date de l'Assemblée générale ou la date du conseil d'entreprise, si vous avez un conseil d'entreprise, la date de réunion du conseil d'entreprise. En fonction de cette date-là, vous allez devoir vous préparer un rétro-planning, un retour en arrière, pour arriver à déterminer quand est-ce que vous allez devoir travailler sur les états financiers pour pouvoir clôturer vos comptes. Vous allez également devoir impliquer toutes les personnes qui vont devoir vous fournir de l'information ou des documents dans le cadre de la clôture. Vous devez les impliquer à temps, avant, bien sûr, la fin de l'année, dans la préparation du planning avant la date de clôture, les inclure à temps, leur expliquer clairement ce dont vous avez besoin et à quel moment vous en avez besoin, impliquer tous les services financiers également et tous les collaborateurs et collaboratrices des services financiers pour leur expliquer quand ils doivent être prêts, avec quel type de compte et quel type d'écriture. Donc, planifier, impliquer à temps votre commissaire dans le planning, de manière à pouvoir libérer des temps pour pouvoir réaliser ces contrôles et également contrôler les autres informations dont il aura besoin, par exemple vos comptes annuels, votre rapport de gestion, l'information annuelle au conseil d'entreprise, puisque ça aussi, le commissaire doit le contrôler et le recevoir à temps. Donc tous ces éléments-là doivent être préparés, planifiés et discutés avec les différents intervenants, de manière à ce que votre clôture puisse se passer de la meilleure manière possible en respectant les délais. Ne sous-estimez pas le temps de préparation de l'information au conseil d'entreprise et le nombre de personnes qui doivent intervenir dans cette préparation si vous avez un conseil d'entreprise. Ne négligez pas non plus l'éventuelle consolidation que vous aurez à préparer. En principe, vous êtes prévenu à temps du fait que vous allez devoir, par exemple, consolider, puisque normalement, lors de la précédente clôture, vous êtes informé du fait que l'année prochaine, éventuellement, vous dépassez les critères cette année-ci pour une seconde fois, et donc vous serez amené l'année suivante à établir des états financiers consolidés. Voilà ce que je voulais voir avec vous et quels étaient les points clés de cette présentation. Je vous remercie d'avoir suivi cette session. Je vous rappelle encore que je suis disponible dans le chat pour vous répondre à d'éventuelles questions encore pendant quelques minutes après cette session. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée.